Et 13h30 à Paris, c'est le moment tant attendu chaque jour, l'heure du club du mondial. Votre rendez-vous 100% foot avec notre team Serine Bay. Salut Serine. Salut Elisabeth. Hervé Kouamo également, notre consultant du jour. Bonjour à tous les deux et bonjour Serine. Donc. Bonjour Elisabeth. Voilà, on va jeter un œil au programme donc, de cette journée. Serine, j'imagine que vous êtes un peu comme moi, très impatiente, même si on ne doit pas supporter, on ne doit pas prendre parti, mais quand même, les bleus qui se préparent, ce sont les titres du jour à cette première demi-finale France-Espagne. On entend beaucoup que c'est une finale avant l'heure. Oui, c'est une finale avant l'heure, un choc entre les deux meilleures équipes de ce tournoi, les deux seules qui n'aient pas une seule fois été dominées au score. Difficile de donner un favori, même si Didier Deschamps, lui, pense que le statut de favori, il revient à la Roja. Ce soir, tout va se passer à Dallas. Impossible de prédire quoi que ce soit. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'une seule des deux sélections prendra la direction de New York pour la finale. Voilà, et puis on verra des images du retour des héros norvégiens à Oslo malgré leur élimination en quart de finale. Près de 100 000 personnes, vous avez bien compris, 100 000 étaient devant le Palais Royal pour les accueillir. Oui, 100 000 sur une population de 5,5 millions. Imaginez-vous, les joueurs ont rendu visite au prince norvégien qui les a félicités et qui a encouragé le public à entamer un Viking Row, comme vous le voyez sur ces images, une rame viking. Les images, elles sont impressionnantes. Voilà, et on adore évidemment ce mouvement devant derrière. Et puis la traîne du mondial, ce qui fait le buzz aujourd'hui, c'est pas le coup de rame viking, mais on verra que le match France-Espagne inspire beaucoup sur la toile, suscite beaucoup de pronostics, notamment de nos animaux de compagnie. Exactement, comme à chaque compétition, on a notre lot d'animaux pronostiqueurs. Il y a eu Paul le poulpe, Billy le chat, et là on va vous en faire découvrir d'autres, et ils sont unanimes, en tout cas dans les extraits qu'on a choisi de vous montrer. La France va gagner ce soir. Ah oui, tous on dit la France. Moi, je ne dis rien de plus. À l'unanimité. C'était le sommaire du jour, le club du mondial. C'est parti, on y va. Allez, on va commencer forcément avec l'actu du jour. Derniers entraînements, dernier ajustement. Les Bleus affrontent ce soir l'Espagne à Dallas pour cette première demi-finale, Serena. Et oui, c'est le grand jour. L'équipe de France est au complet pour affronter la Roja. Elle s'entraîne sous une chaleur écrasante à Dallas, mais cette chaleur, elle ne devrait pas perturber les joueurs ce soir, puisque pour la première fois depuis le début de la compétition, ils joueront dans un stade couvert et climatisé, celui d'Arlington. Ça change des 38 degrés à Philadelphie face au Paraguay. Les Bleus, ils savent qu'ils affrontent une très grande équipe ce soir. Didier Deschamps est bien conscient que ça va être son plus gros défi depuis le début du tournoi. Je rappelle que l'Espagne n'a encaissé qu'un seul but sur cette compétition. Comme la France, elle n'a jamais été dominée au score. Est-ce qu'elle serait même favorite face aux Bleus ? Oui, d'après le sélectionneur français. Écoutez. Oui, je le confirme. Si l'on regarde ce qu'ils ont fait lors du premier match contre le Cap-Vert, bon, on oublie ce match. Mais sur le reste du tournoi, l'Espagne a confirmé qu'elle était la favorite. Je ne veux pas ajouter de pression supplémentaire à Luis de Fuente et à son équipe. Il sait très bien que tout le monde attend énormément de l'Espagne. Bon, il faut qu'on en parle, Hervé. Cette déclaration de Didier Deschamps, je vous fais peur avec mon doigt, c'est ça, mais la question fait peur. Cette déclaration de Didier Deschamps, est-ce qu'il a raison ? L'Espagne est favorite ce soir ? Il est dans sa posture parce que ça permet de renvoyer la pression à l'équipe adverse, de ne pas subir la pression. En général, pour ce genre de match, il faut créer une forme d'isolation pour le groupe. Souvent, c'est l'entraîneur qui la prend avec des déclarations choc. Souvent, c'est d'autres choses pour donner la quiétude au groupe, permettre au groupe de se préparer tranquillement. C'est ce qu'il fait en disant c'est pas nous les favoris, c'est les Espagnols. Et puis, il peut s'appuyer sur le fait que depuis les 2 dernières rencontres officielles, l'Espagne a battu la France, donc oui, c'est de bonne guerre de le faire. De quoi ils vont devoir se méfier les Bleus ce soir ? D'un Lamine Yamal survolté, alors qu'il n'a pas été très bon encore dans cette compétition ? Disons que la configuration à laquelle ils vont être confrontés ce soir et celle justement qu'ils n'ont pas connue depuis, c'est que l'Espagne aime confisquer le ballon. Or, depuis le début de la compétition, on a vu que l'équipe de Didier Deschamps, cette fois-ci, aime le ballon, va le chercher très haut. C'est l'équipe qui presse le plus haut depuis le début de la compétition. Donc, c'est à ça qu'il faudra faire attention au milieu de terrain où justement leur redoublement de passes, leur capacité à sortir des marquages peut être dangereuse et ils ont cette facilité
à utiliser maintenant l'axe. Parce qu'effectivement, il y a 2 ans, il nous avait surpris avec des couloirs qui étaient ils étaient en 1 contre 1, ce qui n'était pas habituel. Évidemment, Lamine Yamal reste un danger, mais je pense que cette équipe, elle est revenue à ses fondamentaux, c'est-à-dire beaucoup passer par l'axe. Et puis, effectivement, Yamal restera toujours une menace. En tout cas, si Didier Deschamps se prépare, Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol aussi, en face, il est bien conscient des armes offensives des Bleus. On l'écoute. Nous avons étudié la France de manière très approfondie tout au long de ce tournoi et ces dernières années. Nous avons également appris à bien nous connaître. C'est vrai, comme vous le dites, il compte des joueurs de classe mondiale, mais nous aussi. Au fond, l'objectif est d'imposer ses propres points forts, d'imposer son style de jeu à l'adversaire et bien sûr de limiter autant que possible ce qu'il fait de mieux. C'est tout l'enjeu du football. Bon, le sélectionneur espagnol évoquait l'attaque des Bleus. Est-ce qu'on doit s'attendre à la même compo que lors du dernier match de l'équipe de France? On sait que Kylian Mbappé sera présent, notamment. Oui, c'est vrai que c'est tout ce qui est annoncé. J'avoue que je pensais avoir bien connu mon Didier Deschamps illustré, mais je pensais qu'avec les matchs... Oui, je pensais qu'avec les matchs à élimination directe, il passerait à son 4-2-3-1 asymétrique en renforçant son milieu de terrain. Mais là, il a décidé de continuer à jouer avec ses 4 attaquants, où ça semble être ça semble désirer douer le seul poste sur lequel il y a des discussions aujourd'hui qui va commencer. Je pense sa capacité à faire différence individuelle, mais aussi à rentrer au milieu de terrain en phase défensive contribue à lui donner cette avance. Et évidemment, après, il va falloir aller chercher, comme on dit, Kylian Mbappé, 8 buts. Il faut aller chercher les scores maintenant dans cette compétition personnelle avec Lionel Messi. Et Manu Koné ou Aurélien Tchouaméni? Le choix va se porter sur qui, a priori? Non, sur Aurélien Tchouaméni. Oui. C'est le vice-capitaine, c'est le joueur qui a le statut de titulaire, donc je ne vois pas Didier Deschamps. Là, pour le coup, il nous a surpris avec en penchant vers l'avant, mais je pense qu'il y a des choses... Il est très attaché au statut dans le groupe. Bon, comme chaque jour, on aime bien vous proposer une immersion au plus près des Bleus, grâce notamment au compte de la Fédé française de foot sur les réseaux. Aujourd'hui, un focus sur l'entraînement, Cérine. Oui, je vous le disais, il fait très chaud à Dallas et pourtant on leur demande autant d'implication, de motivation et d'énergie aux joueurs. Vous allez voir, ils sont tous à fond, mais il y en a un parmi eux qui est peut-être un petit peu plus dissipé. Regardez. Allez messieurs, on est parti. Bon, petite musique, on adore. Cette petite musique qui va bien, vous l'aurez compris, c'est Michael Olysée, le mauvais élève du jour. C'est fou la différence entre le Michael Olysée avec ses coéquipiers, celui qui apparaît en public très timide, réservé. Oui, c'est vrai que ça devient... on parle beaucoup de sa nonchalance, on parle beaucoup du fait que c'est un joueur à part vraiment, parce que dans le contexte actuel, c'est un joueur qui n'a pas de sponsor personnel, c'est un joueur qui il se démarque vraiment, il a ses petites habitudes auxquelles il tient, mais c'est vrai que là, avec les petites vidéos, il me fait penser à un Pierre Richard arrivé qui est complètement en décalage avec... Enfin, c'est loin d'être un Pierre Richard sur le terrain. Et puis alors, il a une tonne de supporters. Je pense aux enfants notamment. Ils veulent tous des maillots floqués. Olysée, peut-être que sa timidité comme ça joue dans la sympathie. Finalement, est-ce que c'est de la timidité ou parce que finalement, je pense qu'il va être embrigadé dans cette forme de rôle en fait quelque part où on ne l'attend pas autrement parce que je pense qu'il avait des habitudes qui ont été filmées et qui sont devenues une forme de façon d'être. Et non, c'est vrai qu'il a une capacité une fois qu'il est sur le terrain à créer des différences. Il est technique, il court beaucoup, il défend. Donc, effectivement, oui, c'est un joueur qui est devenu c'est devenu la 3e vedette de l'équipe. Donc, oui, je ne sais pas s'il est timide, s'il est réservé. On le saura avec les années. Pour l'instant, il reste là. Et comme il n'a pas de contrat, comme je le disais, ça fait qu'on ne peut pas voir dans quel angle on veut orienter sa personnalité. Bon, en tout cas, on l'espère pas timide du tout ce soir. Sur le terrain, il se cache pas, il est jamais timide. Et au contraire, il a intérêt à se montrer parce qu'autant il a mis des pas décisifs, autant vraiment j'attends
marquant son premier but. 5 passes décisives quand même. Il a souvent une place de choix d'ailleurs sur les affiches qui sont générées par l'intelligence artificielle sur le compte de l'équipe de France. Encore une belle affiche publiée, mais cette fois par l'équipe de France sur Instagram. On la regarde peut-être, hein, Oui, Cérine. quelle belle affiche. Regardez, 5 stars de chaque côté et en fond le décor de Dallas. C'est sec, ensoleillé. C'est le Texas. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. Face à lui, Lamine Yamal, 2e au Ballon d'Or, mais champion d'Europe avec Dani Olmo, Rodri et compagnie. Et Hervé, il y en a des stars dans ces deux équipes. Est-ce que c'est une finale avant l'heure? Est-ce que c'est réellement ça? Disons que les deux demi-finales ont des histoires différentes, mais c'est vrai tout le monde aurait été content d'avoir une finale France-Espagne. Et dans un monde logique, ce serait le gagnant de cette partie du tableau qui gagnerait la Coupe du Monde. Mais on sait que le foot n'est pas logique. Il n'y a rien de logique dans L'équipe a fait sa une ce matin. C'est la finale ce soir. Hein. Oui, on va la montrer normalement. Oui, mais c'est vrai que ce match avait tout d'une finale, puisque c'est les deux équipes qui étaient annoncées comme les favorites, les ultra favorites de la compétition. Donc là, pour une fois, on a 2 demi-finales où les 4 premiers du classement FIFA sont présents. Donc effectivement, on a 2 belles demi-finales. Et même si vraiment, je pense que à la fois du côté frisson, du côté du nombre de stars et de la variété de styles, de l'opposition de style, je pense que c'est quand même la plus belle des 2 demi-finales. Voilà, France-Espagne, le rêve final qui titrait donc l'équipe ce matin. Et pour aller encourager, alors, les Espagnols bien sûr, mais les Bleus surtout, leur donner de la force, les supporters sont là, présents en nombre à Dallas en tout cas. Oui, vous allez voir, ils étaient très nombreux hier à Dallas, dans les rues, à chanter, à faire la fête, à faire le plus de bruit possible pour se faire entendre. Ils étaient survoltés, les supporters. Espérons qu'ils gardent la même énergie ce soir. Alors, est-ce qu'ils sont confiants concernant une qualification en finale? On va en écouter quelques-uns. Quand même un petit peu stressée parce que faut savoir que l'Espagne c'est une très 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 bonne équipe. On a aussi une très bonne équipe, donc un peu mitigée, j'ai un peu peur du résultat. Je dirais une bonne cohésion, un esprit d'équipe, mais comme ils ont comme d'habitude, donc j'ai aucun doute sur le fait que tout va bien se passer. Je pense qu'ils sont plus motivés que jamais, c'est la dernière à Deschamps. Il y a eu des propos tenus par certaines personnes qui vont être encore plus motivés, mais je ne pense pas que ce soit ça qui les motive le plus. Oui, les propos tenus, on en parlait hier avec Cérine, Hervé, l'ancien Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy notamment. Oui, cette phrase raciste publiée sur un site d'information espagnol dans laquelle Mariano Rajoy indique qu'il n'y a pas de Français en équipe de France. Ça a fait beaucoup réagir ces derniers jours. La dernière réaction en date, c'est celle de Warren Zahir-Emery, le milieu de terrain de l'équipe de France. On l'écoute. Je pense que la France, elle a de tout genre, de toute race, et c'est ça qui fait notre France. Et nous, on est très contents d'être ici. On est un groupe qui est soudé tous ensemble. Et je pense que c'est tout ce qu'il faut retenir. Réaction également du côté de la Roja, celle de Lamine Yamal qui a été amené à commenter cette sortie de l'ancien Premier ministre. Écoutez. Si le football sert à quelque chose, c'est bien à favoriser l'intégration et le vivre ensemble. Il n'y a pas de meilleur exemple que la France et nous-mêmes. Nous sommes des exemples d'intégration et au bout du compte, c'est de cela que le football est avant tout question. Il n'est pas le seul, Lamine Yamal, à condamner ces propos de Mariano Rajoy. Il y a plusieurs membres de l'équipe espagnole qui ont pris la parole ces derniers jours. Oui, c'est des propos qui ne devraient pas être, ils sont abjects. Et je trouve que c'est dommage qu'en 2026, on en arrive encore à là, parce que effectivement, l'équipe de France reflète un petit peu l'histoire française dans la longueur et dans la durée. C'est vrai que c'était un ancien empire colonial. C'est aussi c'est un pays, la France est un pays d'immigration successive. Aujourd'hui, c'est une immigration, on va dire, qui vient plutôt du sud, mais le football a toujours été le football, surtout la représentation des classes populaires. Les classes populaires étaient polonaises à un moment, étaient italiennes à un autre moment. Aujourd'hui, elles viennent du sud, et donc c'est un peu ça qui se retranscrit dans l'équipe de France d'aujourd'hui. Donc, en faire des étrangers, je trouve que c'est insultant à la limite, et je trouve que ça ne reflète vraiment absolument pas ce qui se passe, parce que je pense que même en Espagne et de façon générale en Europe, on arrive
arrive à ces mélanges, en fait, puisque les populations se déplacent aujourd'hui. On a été habitué à des commentaires racistes de personnalités sud-américaines. Là, c'est un Espagnol. C'est pas la première fois. Hein. On se souvient de Luis Aragonés, l'ex-sélectionneur de la Roja, qui avait tenu des propos abjects aussi sur Thierry Henry. Thierry Henry, oui. Effectivement, il y a une façon de se motiver, d'utiliser ces éléments qui démontrent, je sais pas l'utilisation exacte qu'ils veulent en faire, mais dans tous les cas, je trouve que c'est avec les réseaux sociaux, avec la mondialisation, il y a des choses qu'il faut éviter de dire, parce que autant Luis Aragonés, c'était il y a 20 ans, ça aurait dû être entre guillemets resté espagnol, même si c'était déjà raciste. Et puis c'est des problèmes qu'il y a eu dans les tribunes déjà en Espagne, même si le racisme est plus présent dans les stades italiens. En Espagne, on en a quelques-uns. Donc ça signifie que c'est des fléaux qu'il faut gérer. Il ne faut pas jouer sur ces éléments. Il faut gérer ça. Il faut éviter que la couleur de peau ne soit un élément d'influence sur le terrain. Est-ce que c'est pas le signe finalement qu'il n'y a pas rien d'autre à dire finalement? On s'attaque à ça Oui, on s'attaque à ça. On s'attaque pas au jeu. Oui, parce que l'équipe de France fait peur. L'équipe de France fait peur, donc on essaie de déstabiliser les joueurs, sachant que ça va créer justement cette petite crise. Mais à l'inverse, ça peut servir de motivation pour l'équipe de France. Il y a 20 ans justement, lors de ce fameux match, c'est ce qui a motivé Zinedine Zidane et ses coéquipiers pour battre l'équipe espagnole, justement parce qu'ils avaient promis d'envoyer Zinedine Zidane à la retraite. Donc des fois, des déclarations comme ça pour embêter l'adversaire peuvent se retourner. Bon, l'équipe de France qui reste de marbre, de glace, qui garde en tête son objectif. Cette info à noter malgré tout, on vous en a déjà parlé dans les éditions précédentes, une minute de silence qui va être observée avant le match de ce soir. Hein. Oui, une minute en hommage aux victimes de l'attentat de Nice il y a 10 ans, jour pour jour. Emmanuel Macron l'a annoncé sur son compte X hier. Merci au président de la FIFA d'avoir répondu à la demande de la France et de tous les Français mobilisés. Nous n'oublierons jamais. Voici ce qu'a écrit le président de la République. C'est surprenant, Hervé, que la FIFA ait accepté cette demande, sachant qu'elle avait refusé la demande de porter un brassard noir pour rendre hommage à la mère de Didier Deschamps. Oui, c'est surprenant, mais je veux dire, à la limite, la FIFA ne me surprend plus. Je pense qu'elle ne surprend plus personne aujourd'hui. C'est vrai que dans son construit narratif, dans son storytelling, on est plutôt à l'opposé de ce qu'elle dit. Ça aurait été plus logique, selon moi, d'avoir le brassard Didier Deschamps, puisque dans le cas, pour la mort de Didier Deschamps, parce que quand on était dans un cadre purement sportif, là on est dans un cadre un petit peu politique, et ce n'est vraiment pas pour remettre en cause, c'est vraiment pas pour remettre en cause la douleur des familles et minorer l'importance de cette commémoration de ce soir, mais c'est peu habituel que des problèmes politiques et sociopolitiques intègrent la Coupe du Monde. On n'est pas habitué. Donc, mais en même temps, comme il avait accepté que le président américain Donald Trump interviennent, peut-être qu'il s'est dit ça ferait mauvais genre que de refuser au président français d'intervenir. Une façon de se rattraper peut-être donc. Oui. Avant de vous redonner la parole, Elisabeth, une pensée aussi, comme tous les jours, pour notre confrère Christophe Glaise, journaliste sportif, arrêté en Algérie il y a plus de 2 ans, condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme alors qu'il effectuait un reportage. Son seul espoir de libération repose à présent sur une grâce présidentielle. Voilà, on va passer maintenant à l'image du jour. C'est cet accueil évidemment réservé Vous avez deviné. Voilà, aux joueurs norvégiens à Oslo, bien sûr. Oui, la Norvège qui a réalisé un très beau mondial, éliminé en quart de finale face à l'Angleterre. Eh bien, les joueurs, ils ont été accueillis en héros. Vous allez voir ces images. Près de 100 000 personnes venues les remercier pour ce magnifique parcours devant le Palais Royal, car c'était la première fois qu'ils allaient aussi loin et qu'ils n'avaient pas participé à la Coupe du Monde depuis 1998. 100 000 personnes sur une population de 5,5 millions. Ça fait beaucoup de monde réuni au même endroit. Le prince Haakon était là, lui aussi, il était même le chef d'orchestre du Viking Row, la rame Viking. Ces images, elles sont impressionnantes, près de 100 000 personnes qui effectuent le même geste. Les joueurs ont ensuite défilé dans les rues d'Oslo, là aussi, au milieu d'une foule de Norvégiens.
Alors, il y en a un qu'on n'a pas trop vu sur ces images. C'est Erling Haaland. Il a publié une photo de lui assez rigolote. On le voit, on va la montrer. On le voit descendre de l'avion avec un raton laveur empaillé sous le bras. It followed me home. Ça me suit à la maison. C'est ce qu'il a mis en légende. On va peut-être la voir, cette image d'Erling Haaland. Et dans une story, il demande aux gens de lui trouver un nom à ce raton laveur. Il semblerait qu'on n'ait pas cette image. On n'a pas le raton empaillé, c'est dommage. Oui, c'est dommage parce que c'était vraiment l'image sympa. Voilà, donc c'est un raton laveur qu'il a acheté, empaillé qu'il a acheté au Texas. Cowboy, Ranger ou Tex. On espère avoir la réponse bientôt. Bon, sacré souvenir. On peut en tout cas saluer le beau parcours des Norvégiens sur ce mondial. On va peut-être passer au chiffre du jour. C'est 77 000 euros. C'est le salaire mensuel qu'aurait demandé l'ex-sénégalais avant de se rendre au mondial. Oui, c'est en tout cas ce que révèle le président de la Fédération sénégalaise de football. Il a donné une conférence de presse hier pour expliquer ce qui s'est passé avec Pape Thiaw. Et si Abdoulaye Fall a d'abord reconnu que les résultats sportifs étaient en deçà de ses attentes, je rappelle que le Sénégal a été éliminé en 16e de finale contre la Belgique alors qu'il dominait 2-0 face à cette même équipe de la Belgique. Il a aussi admis que l'ambiance était délétère autour de l'équipe. Pape Thiaw aurait exigé une grosse augmentation de salaire avant la compétition, un salaire mensuel qui passerait de 30 000 euros à 77 000 euros. Il aurait même menacé de ne pas partir au mondial si ses prétentions financières n'étaient pas satisfaites. D'après le président de la FSF, il a fallu l'intervention même du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, pour le faire changer d'avis. Et ils auraient fini par se mettre d'accord sur un salaire mensuel à 46 000 euros. On va écouter Abdoulaye Fall. Et on n'a pas sa réaction, mais on l'entendra plus tard. Un mot peut-être, Hervé, là, de ce dossier, ce chiffre qui surgit de nulle part, cette entente, visiblement. Non, oui, mais c'est en fait à la fin de la compétition, tout le monde essaie de refuser la part. Je crois que c'est un proverbe ivoirien qui dit que la victoire a beaucoup de pères et la défaite est orpheline. Et là, pour le coup, on se retrouve vraiment dans cette situation où chaque dirigeant essaye de se ressortir plus propre de la situation dans laquelle il est arrivé. Ce qui est sûr, c'est que la sélection sénégalaise n'a pas pu se préparer dans de bonnes conditions puisque le contrat n'avait pas été signé, puisqu'il y avait des discussions qui étaient là. Et c'est vrai que même dans la façon dont les propos ont été tenus, c'est un contrat tripartite entre le sélectionneur, la fédération et l'État sénégalais. En fait, on voit bien que la fédération se défausse en disant si ça a traîné, c'est parce que l'État n'a pas donné sa réponse, c'est parce que les demandes étaient... Mais je trouve que c'est trop tôt. Tout le monde parle à chaud. C'est des moments où il faut accepter par moment que le sport a cette part d'impondérable et cette difficulté, on ne peut pas le prévoir et des fois, il faut accepter. Mais c'est quand même dommage quand on pense au parcours réalisé par cette équipe du Sénégal qui a quand même gagné, en tout cas sur le terrain, cette finale de la CAN. Oui, c'est vrai que c'est une équipe qui, depuis 2015, finalement, était plutôt sur un train positif avec une nationalisation des cadres, de bons résultats, des progrès, leurs académies tournent plutôt bien. Et puis, ce mouvement, ce changement de sélectionneur avait plutôt bien fonctionné puisque l'équipe jouait bien, elle a gagné la CAN sur le terrain. Et même quand on regarde la Coupe du Monde, si on la regarde dans les détails, finalement, elle a raté une ou deux mi-temps, mais dans l'ensemble, elle a plutôt bien joué. Contre la Belgique, elle domine le match pendant plus de 80 minutes. Et donc, en fait, en réalité, il y avait de quoi, avec l'équipe qui était déjà là, préparer la suite. Mais malheureusement, je pense qu'ils sont tellement préoccupés de batailles internes qu'ils en ont oublié que le plus important, c'était d'aller le plus loin possible. Et aujourd'hui, c'est le staff qui en paye le prix. On a appris quand même autre chose. Alors là, elle nous a encore trouvé une pépite, Sérine. Elle nous disait ça ce matin en conf de rédac. Cette conférence de presse du président de la Fédération sénégalaise qui nous dit quoi ? Oui, c'est vrai qu'il a révélé autre chose, Abdoulaye Fall. Écoutez bien, le médecin qui était présent avec la sélection sénégalaise aux États-Unis, celui qui suit d'ailleurs cette sélection depuis 10 ans, est un gynécologue de formation. Abdoulaye Fall a révélé s'en être aperçu un petit peu trop tardivement. Il n'a pas le profil académique. Les joueurs n'étaient pas convaincus
cul. C'est ce qu'a déclaré le président de la fédération sénégalaise. Bon, heureusement que ça n'a pas eu de conséquences trop graves, mais c'est vrai que les révélations s'enchaînent sur les dysfonctionnements au sein de l'équipe des Lions de la Teranga. Oui, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment dans le même lot. C'est-à-dire que c'est des dénonciations, des révélations. Je pense vraiment beaucoup au triangle infernal entre une victime, un oppresseur et un sauveur. On est vraiment dans ce cas de figure où le président Fall se défausse, parce que de dire qu'il ne savait pas ça aurait été quand même, ça signifierait qu'il ne connaît pas le foot sénégalais, puisque ça fait 10 ans que ce médecin était en place. Je crois que c'est sa 3e Coupe du Monde. Ils ont gagné 2 CAN, fait 3 finales. Il a tout vécu. Il a tout vécu à la sélection. On peut pas dire qu'il ne savait pas. Bon, après, de ce que j'ai compris aussi, ce médecin avait fait quand même une formation appropriée. Mais c'est vrai qu'en fait, pour moi, ça témoigne du vent de panique qu'il y a, et personne n'ose être à responsabilité devant les Sénégalais. C'est vrai qu'ils attendaient de gros résultats, ça n'a pas été. Mais voilà, ce déballage ne fait pas bon genre. Bon, il aurait quand même fallu attendre 10 ans, c'est peut-être un peu long, mais bon, pourquoi pas. Surtout gynéco, c'est vraiment la spécialité à laquelle il fallait pas. Moi, ma première réaction, c'était pourquoi pas, c'est pas incompatible, il y a un tronc commun. Cyril m'a dit non, pas du tout. Voilà, bon, ça nous fait rire. Du coup, on termine comme ça, on termine par une pleine rigolade. S'il y a une autre question, peut-être, mais non, allons-y. La traîne du mondial, le mondial 2.0, c'est le moment qu'on adore tous, évidemment. Alors, beaucoup de choses, parce que les animaux de compagnie, on la cote quand il s'agit de faire des pronostics. Alors, on a cherché, durement cherché, longuement cherché des animaux qui pronostiquaient une victoire de l'Espagne, mais non, jamais. On avait beau faire des gros tas de croquettes côté espagnol, c'est toujours la France qui l'emporte, je suis désolée. On n'a pas trouvé mieux ce petit chiot là, les pauvres. On va avoir les services, la SPA sur le dos. Voilà, bon, toutes les vidéos qu'on a trouvées. Hasard total, bien sûr, ils ont pas refait 12 fois la scène, non, pas du tout. La France qui wins, qui gagne, donc même la tortue, elle hésite, hop, regardez, même la tortue. Elle avance vite, la tortue. C'est pas une IA, c'est pas une IA. Alors, on a aussi ce monsieur qu'on adore. Alors lui, il veut absolument que la France l'emporte. Il essaye de réduire la chance des Bleus. Mais non, ça passe toujours. Il a tout tenté. Il a même tenté de virer l'Espagne du jeu. Hop là, voilà. Et puis le meilleur pour la fin, c'est Kylian Dictator. Évidemment, vous le connaissez maintenant. Kylian Mbappé avec cet Espagnol qui dormait et qui se réveille le matin. Et là, horreur, c'est moi qui fais les bruitages. Voilà. Espérons que ce soit pas nous demain. Ouais, non, on va pas se porter la poisse. Et voilà, qui mange... des tapas, et puis la paella à la main. À la fin, j'aime beaucoup les Français qui se régalent avant le match. Bon, on rit beaucoup ici, on ne supporte pas les Français, non, pas du tout. Non, pas du tout. Merci Elisabeth. C'est la fin de ce club du mondial. On se retrouve évidemment demain avec de bonnes nouvelles, on espère, pour les Français. Rendez-vous ce soir à 21h devant le match, évidemment. Et vous restez à mes côtés puisqu'on continue Paris Direct. À tout de suite.